Bonjour à tous. On va laisser les derniers prendre quelques instants pour s'installer. Venez, il y a encore de la place devant, n'hésitez pas. Eh bien, bonjour à tous. Donc moi, je vous présente. Je m'appelle Henri, comme dirait la chanson. Donc, je suis directeur général délégué de Xelia. Alors, Xelia, vous nous connaissez certainement sous la marque Ximi, qui est l'éditeur de logiciels pour les structures d'aide et d'accompagnement à domicile, les services de soins à domicile et les résidences-services. Vous nous connaissez peut-être un petit peu moins sous la marque Amaltia, qui est une marque toute récente, puisqu'on a fait un petit pivot il y a 2 ans maintenant, en intégrant en plus de notre métier d'éditeur, le métier d'accompagnateur et de formateur. Donc, au travers de la marque Amaltia, on accompagne les structures d'aide et de soins à domicile dans leurs différentes problématiques de transformation, que ce soit les sujets de transformation numérique dont on va parler, les sujets de transformation vers les services autonomie. Et c'est à ce titre qu'on a voulu vous proposer aujourd'hui cette conférence sur les changements réglementaires qui sont déjà là pour certains et d'autres qui sont en train d'arriver. Voilà. Est-ce que vous allez faire partie des gagnants ? Alors, avant de faire un petit tour de table pour vous présenter nos différents intervenants, j'aime toujours bien commencer la conférence par un petit sondage à main levée pour essayer de sentir justement qui est venu à cette conférence. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes aujourd'hui une structure d'aide à domicile ? Voilà, c'est assez marquant. Et ceux qui seraient une structure de soins à domicile ? Voilà, ok. Et à tout hasard, une structure d'aide et de soins à domicile ? Voilà, super, il y en a aussi. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui dans la salle des gens qui sont en fait des créateurs d'entreprises qui se posent la question de monter un projet ? Non. Est-ce qu'il y a des intervenants, auxiliaires de vie, aides-soignants qui sont dans la salle ? Très bien. Eh bien, merci. Ça nous permet de justement sentir un petit peu à qui on s'adresse. Donc, on est aujourd'hui dans une multivague d'évolution réglementaire. Vous avez pris une première vague dans la figure qui s'appelait Ma Santé 2022, avec des évolutions et des exigences de transformation numérique. Il y a une nouvelle vague qui arrive avec la réforme des services autonomie. Il y a une vision qui est de dire j'ai à peine sorti la tête de l'eau une première fois que je m'en prends déjà une deuxième dans la figure. Nous, ce qu'on va essayer de vous partager aujourd'hui, c'est quand même que tout ça a un sens, a une continuité, et essayer de montrer comment tous ces éléments sont liés les uns aux autres. Comment est-ce que finalement cette transformation numérique du monde de la santé est un terreau favorable aux transformations des organisations dans cette réforme des services autonomes. Alors, je vais vous proposer, chers intervenants, un petit tour de table. On va commencer par mesdames, si vous voulez bien vous présenter. Bonjour à tous, Sophie Moreau-Favier, je suis responsable de projet à l'Agence du numérique en santé. Pour ceux qui ne connaissent pas cette agence, rapidement, c'est une agence qui dépend du ministère de la Santé et qui définit toutes les règles liées au numérique. Donc les règles de technique, les règles de sécurité, mais aussi tout ce qui est autour de l'accompagnement pour que le numérique soit vraiment au service de vos métiers. Bonjour, Julie Bossir, donc je suis consultante pour le cabinet de conseil Amaltia, dont Henri a parlé à l'instant. Donc on fait partie de la structure de la société Xelia et à ce titre, du coup, j'accompagne à ce jour et demain, peut-être vous, des structures dans la numérisation de leurs usages. Voilà. Bonjour, moi c'est Rémus, j'ai fondé le groupe ProSenior en 2008, groupe qui intervient dans le cadre du maintien à domicile de personnes fragiles, donc fragiles liées à l'âge ou au handicap, et je suis également administrateur de la FEDESAP. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ma part, c'est Régis Granet, donc j'ai pas de chanson en mon nom, par contre, je le précise de suite, et donc je suis le directeur juridique de la FEDESAP. Bien, merci beaucoup. N'hésitez pas, tous les intervenants, à bien poser le micro sur le menton, comme ça on vous entend bien. Je vais refaire encore un petit sondage parce qu'il y a une question que j'ai oubliée. Parmi tous ceux qui ont déjà levé la main et qui sont en particulier des structures, qui est déjà monté dans le train de Ma Santé 2022 ? C'est impressionnant, hein ?
C'est impressionnant, Sophie. Il reste encore des places dans le train. On est d'accord? On va vous dire sur quel quai le train part, mais il ne faut pas rater le train. Oui, il y a des places devant. Hein. Pour ceux qui arrivent, venez, il y a encore un certain nombre de places devant, n'hésitez pas. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est, on est quand même à l'aube, justement, enfin plus qu'à l'aube, puisqu'on est en plein dedans de cette transformation, de cette réforme des services autonomie. Et on va essayer de voir de quelle manière ces deux réformes sont liées l'une à l'autre. Mais on va commencer par Régis. Régis, est-ce que tu veux bien peut-être nous présenter la réforme de service autonomie et est-ce que finalement, beaucoup de gens voient ça comme quelque chose qui arrive, mais est-ce que ce n'est pas déjà maintenant? Oui, Henri. Alors, on est en plein dedans. On est en plein dedans et depuis maintenant quelques mois, depuis le mois de juillet. Alors, on a tous évoqué cette réforme des services autonomie. On a beaucoup insisté sur la transformation de l'offre de services, des services d'aide à domicile, pour laquelle on a fait un gros focus sur la complémentarité de l'aide et du soin. Et l'objet de prime abord de cette réforme, c'est donc la transformation des services d'aide à domicile, des SSIAD et des SPASAD en une seule catégorie d'établissement, un seul nom identique pour tous, des services autonomie à domicile, avec deux types d'organisation que l'on va aborder très rapidement aujourd'hui. Mais surtout, aujourd'hui, on voudrait aussi mettre un accent sur l'autre volet de cette réforme, puisque ce n'est pas limité simplement à une réorganisation structurelle de l'offre de services auprès des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap par une proposition d'aide et de soins, mais c'est aussi un cahier des charges qui a été modifié en conséquence. Mais cette modification du cahier des charges, donc des services autonomie, ne fait pas que appréhender cette adjonction d'une nouvelle activité qui est celle du soin dans les services. C'est bien plus que cela, puisqu'on va voir que ce cahier des charges, quand même, vous incite et vous impose quelque part aussi, en tout cas, à repenser votre offre de service dans le sens où de nouvelles missions aux services autonomie ont été confiées. Et ça, on a un petit peu passé dessus très rapidement depuis le mois de juillet, mais on a des nouvelles missions. Alors des missions qui sont financées par l'activité du service et malheureusement des missions qui aujourd'hui ne le sont pas. Mais ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas l'obligation et aurons l'obligation d'assumer ces nouveaux rôles et missions qui sont confiés aux services autonomie, même si à ce jour, il n'y a pas de financement dédié à cette nouvelle mission. Alors peut-être rapidement, quelles sont ces nouvelles missions des services autonomie? Il y a d'abord celle que l'on connaît tous, qui est la mission historique, traditionnelle, qui est les prestations d'aide et d'accompagnement dans les actes essentiels de la vie quotidienne. La seconde mission, et c'est là qui est la nouveauté, c'est la mission d'apporter une réponse aux besoins de soins des personnes. Et on n'en dit pas plus. Tout service autonomie a pour obligation de proposer une réponse aux besoins en soins. Et ce n'est que les modalités de la réponse qui vont différencier les catégories d'établissements. Mon établissement répond aux besoins de soins de la personne par la réalisation d'actes de soins, c'est un service autonomie d'aide et de soins. Mon service autonomie apporte une réponse aux besoins de soins par une réorientation vers un professionnel du soin, c'est un service autonomie d'aide. Mais on voit bien déjà, peut-être tordant le cou à une idée préconçue, il n'y a pas les services autonomie d'aide et de soins et les services autonomie d'aide. Non, ces deux services ont la même obligation, qui est identique, c'est apporter une réponse aux besoins de soins. Et c'est tellement vrai qu'une des premières obligations dans le cahier des charges, et première conséquence pour vous directe, ça va être la refonte de son projet de service. Puisque dans votre projet de service, obligation est faite désormais de décrire comment et quelles sont les réponses aux besoins de soins que vous allez apporter aux personnes que vous prenez en charge ou aux personnes qui s'adressent à vous. Et on va voir que dans ce cahier des charges, on a à la fois une obligation de mission
mais aussi des obligations d'information. Et peu importe le public qui s'adresse envers nous, on devra avoir des obligations. Alors, ensuite, une autre mission qui est assez présente dans le cahier des charges, c'est les actions de prévention de la perte d'autonomie. Et on va voir qu'il y a beaucoup d'obligations qui vont découler de cette nouvelle mission d'action de prévention de la perte d'autonomie. Et c'est celle-là notamment que je visais tout à l'heure, particulièrement en disant qu'il n'y avait strictement aucun financement sur cette nouvelle mission. Et ça va notamment se répercuter, si vous voulez, dans les nouvelles organisations de l'évaluation des besoins que vous allez devoir faire et réaliser auprès des personnes que vous allez vouloir accompagner, où on va voir qu'il y a tout un volet d'obligations dans l'évaluation, cette primo-évaluation, que nous n'avions pas formellement auparavant. Obligations, par exemple, de prévention au niveau de la santé et sécurité des salariés. Obligation d'évaluation des risques, notamment de chute de la personne âgée à son domicile. Et ça, c'est des points formels dans le cahier des charges, qui n'étaient pas explicites jusqu'à présent, même si tout professionnel était vigilant, attentif à cela auparavant. À aujourd'hui, ça devient une obligation. Et enfin, une dernière mission, qui est le soutien à l'autonomie. Autre élément à avoir à l'esprit, c'est que quels que soient vos choix, c'est-à-dire le choix d'aujourd'hui, je suis un service d'aide à domicile, est-ce que je franchis le pas et je deviens un service autonomie d'aide et de soins en me rapprochant d'un SIAD? Que je sois un service d'aide à domicile qui est décidé, non. Je sais faire très bien l'aide et le maintien à domicile, le soin, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas l'envie, je reste un service d'aide à domicile et donc je suis un service autonomie d'aide. Quels que soient les choix que vous allez devoir faire, ce n'est pas pour autant qu'il va falloir être attentiste et attendre l'échéance de 2 ans pour se mettre en conformité au cahier des charges. Parce que lorsque l'on voit l'ensemble des éléments contenus dans ce cahier des charges, vous savez, 2 ans, ça va passer très 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 vite. Et quels que soient les choix stratégiques que vous allez faire. Ça, c'est la première typologie de type de situation. Vous êtes un SIAD. Excusez-moi. Là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes embarqué dans un processus dont le calendrier est déjà acté. Dans moins de 2 ans, les services de soins infirmiers à domicile devront non seulement être mis en conformité au cahier des charges, mais en plus, ils devront proposer une nouvelle activité pour laquelle ils n'étaient pas forcément familiarisés, c'est l'activité d'aide. Et on verra que pour ces services-là qui n'ont pas le choix, ils auront 2 modalités particulières afin de satisfaire à leurs nouvelles exigences. Le couperet étant qu'à terme, ils ne seront plus autorisés soins. Ils sont vraiment, si vous voulez, contraints de muter. Muter comment? Soit en créant ex nihilo une activité d'aide, première hypothèse. Seconde hypothèse, se rapprocher d'un service déjà autorisé dans l'activité pour laquelle le SIAD ne l'est pas, c'est-à-dire l'aide, par différents moyens juridiques, dont l'acquisition, la fusion, mais quoi qu'il en soit, par l'acquisition d'une structure, peu importe le mode juridique d'acquisition d'aide. Et enfin, une troisième voie quelque part qui donne un peu plus de temps aux structures, c'est la voie du rapprochement pourvoir, c'est le conventionnement avec un autre établissement autorisé aide. Puisque dans ce cas d'un rapprochement, on va apprendre à se connaître et voir comment on peut travailler ensemble, on a un délai supplémentaire. Puisque je suis un SIAD, j'ai l'obligation dans 2 ans, avant juillet 2025, d'avoir sollicité une autorisation aide et soins. Pour être autorisé aide et soins. Soit parce que j'ai acquis une structure d'aide, soit parce que je crée une activité d'aide. Ou alors je me rapproche d'une structure existante, mais je ne sais pas comment encore je vais me rapprocher juridiquement, puisque peut-être qu'il y aura des freins juridiques au rapprochement. Dans ces cas-là, je peux conventionner dans cette période de 2 ans ouverte
pour solliciter une autorisation provisoire d'aide et de soins pour qu'à terme, dans ma convention de rapprochement, j'aboutis à une forme juridique unique. Et là aussi, j'en profite pour tordre le cou à une idée préconçue. Le conventionnement n'a pas pour objet d'aboutir à un GSMS, que ce soit bien clair. Le GSMS n'est qu'une forme juridique de rapprochement. Je peux faire un assemblier, chacun gardant une partie de son autonomie, et je crée un GSMS, mais le rapprochement peut aboutir à une fusion entre les structures. L'objet, c'est que la convention va devoir décrire les modalités de rapprochement pour qu'à terme, et là c'est une obligation, à terme, l'établissement autorisé doit être une seule et même personnalité juridique. Mais on ne nous précise pas quelle personnalité juridique il s'agit. Ça peut être le SIAD qui se rapproche par convention avec un service à domicile et l'établissement porteur du SIAD, la personnalité juridique du SIAD, rachète le service à domicile. Ça peut être très bien le contraire aussi. Le service à domicile rachète la structure juridique, rachète ou fusionne, il y a différentes modalités possibles. Ou alors, on crée une nouvelle structure juridique. Cette nouvelle structure juridique peut très bien être un GSMS ou peut être autre chose. Donc là, je vois Henri qui me regarde, je suis trop long déjà, c'est ça? Comment t'as deviné? Donc je m'arrête. Non, mais je te laisse conclure si tu veux conclure ton propos. Conclure, la conclusion, la première conclusion, parce que c'est un peu trop tôt pour conclure quand même. Bien sûr. C'est oui, Du premier chapitre. Premier chapitre, tome 1. Pour conclure, si vous voulez, quoi qu'il en soit, vous avez dès aujourd'hui du travail devant vous. Le premier travail, c'est repenser votre offre de service. Par rapport à la nouvelle obligation qui est faite, c'est offrir une réponse aux besoins de soins. Que je veuille faire du soin ou que je ne veuille pas faire de soin, j'ai la même obligation qui est de repenser mon offre pour offrir une réponse aux besoins de soins. Comment j'y apporte? L'obligation, c'est soit de délivrer la prestation de soins, là on est le volet SIAD, ou alors c'est de réorienter vers un professionnel de santé, cette réorientation devant nécessairement passer par une proposition de prise de rendez-vous avec le professionnel de santé. Et on va plus loin, parce que dans le cahier des charges, il y a un terme qui n'est pas anodin, on doit orienter. Alors orienter, je ne vais pas m'étendre ce matin, parce que là, Henri va vraiment me détester dans quelques minutes, mais quand on parle de orientation, ça va plus loin, ça veut dire qu'il y a une partie de conseil. Et on a une obligation, c'est une obligation de résultat, c'est bien écrit dans le texte, on doit proposer un rendez-vous. Et je m'arrête là. Donc, Parfait. Offre de service, projet de service, il faut démarrer par là, et après, tome 2 dans 5 minutes. Voilà. Les grands messages, j'espère que vous... Merci beaucoup Régis, parce que ça nous a bien rebrossé tout l'enjeu justement de cette réforme. Le message, alors c'est toujours un peu délicat pour nous parce qu'on a l'impression d'être toujours des annonceurs de mauvaises nouvelles, mais le principe quand même, c'est que on a besoin de faire ces conférences pour que vous ne vous réveilliez pas au dernier moment quand le train est déjà parti. Voilà. C'est ça le but quand même de ces éléments. Donc on a des experts qui sont là pour vous orienter, mais on est désolé de cette situation où je vais passer la parole à Sophie pour parler de la réforme précédente. Mais on est très honnêtement un petit peu inquiet du niveau de réveil des différentes structures aujourd'hui sur le marché par rapport à ces enjeux de transformation et à ces enjeux réglementaires. Donc désolé s'il y a un petit côté anxiogène de toutes ces évolutions réglementaires, mais c'est une réalité et le but du jeu, c'est d'abord que vous en compreniez bien le sens, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de bouger quand on comprend le sens, et que vous compreniez les moyens qui sont mis en œuvre pour vous aider à faire ces différentes transformations. Alors Sophie, est-ce que tu veux bien peut-être nous amener, justement en nous parlant très rapidement de cette réforme de la transformation numérique du monde de la santé, comment ça s'applique justement à notre secteur, à notre couloir, comme on dit chez nous, du domicile, et avec quelques exemples, est-ce que tout ça, ça favorise, est-ce que c'est un terreau favorable justement à l'émergence de cette coordination entre les services d'aide et de soins?
Alors effectivement, en tous les cas, le rapprochement, ce qu'on peut dire, c'est que le rapprochement de l'aide et le soin n'est finalement pas nouveau. Il faut remonter à 2016. C'est important d'avoir ce texte en tête. Donc c'est l'article L 1110-12 du Code de la santé publique qui a modifié la notion d'équipe de soins. Et dans cette définition d'équipe de soins, autrefois, on embarquait l'équipe de soins, c'était que des professionnels de santé et c'était que intra-établissement. Depuis 2016, la notion d'équipe de soins embarque tout professionnel qui, de près ou de loin, prend en charge une personne et, de ce fait, a besoin d'avoir de la donnée de santé pour bien faire son travail. Donc, retenez bien ce texte, article 1110-12 du Code de la santé publique, qui finalement, depuis 7 ans, légitime les acteurs du secteur médico-social à avoir connaissance de la donnée de santé pour bien faire son travail. Donc la continuité, c'est quoi? C'est cette transition numérique avec finalement ce qu'a dit Régis, c'est pour faire de l'aide et du soin, il me faut un logiciel qui permette de faire les deux. Pour faire de la coordination, il me faut me donner des outils qui me permettent de sécuriser la donnée que je vais devoir échanger. Et pour faire cette prise en charge complète, eh bien, j'ai besoin d'outils à la fois pour connaître bien l'usager que je prends en charge, mais aussi pour mettre de la donnée dans mon espace santé, dans le dossier médical partagé de la personne, parce que des professionnels de santé pourraient être amenés à avoir cette donnée dans les mains. Donc on voit bien que les prémices de ce rapprochement, ça date juridiquement il y a 7 ans. Et maintenant, on est en plein dans la mise en conformité, dans la mise en pratique très numérique, avec des outils numériques, donc comme Xelia a aujourd'hui représenté, qui se sont mis en conformité pour permettre ce rapprochement entre l'aide et le soin. Et donc ça s'appelle, je ne sais pas si tout le monde a le nom, mais c'est ce qu'on appelle un DUI, donc un dossier usager informatisé. Et donc vous avez cette exigence de l'article 44, puisqu'on en est à citer les articles, on va en mettre un autre, l'article 44 qui spécifie bien que tout ESMS, ce que vous êtes, doit se doter d'un DUI conforme, et ça dès maintenant, puisque c'était d'ici 1er janvier 2023, et on est déjà au-delà de cette date, donc on est dans la mise en œuvre de cette exigence. Et donc, dans cette mise en conformité, nous, il y a effectivement les grands services socles que tu as rappelés, l'utilisation de la messagerie sécurisée, l'utilisation du DMP, l'utilisation de l'authentification via ProSanté Connect, et l'INS, l'identification de la personne prise en charge. Ce sont les 4 services socles que nous avons embarqués dans nos outils comme Ximi quand on a passé ce référencement. Alors, oui, pour compléter, oui. Oui, en complément, mais c'est peut-être ce que tu allais dire, Régis, c'est effectivement dans le cahier des charges, c'est bien dit, qu'un nouveau service autonomie à domicile doit être doté d'un logiciel référencé Ségur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il respecte tout ce qu'on vient de se dire. Donc c'est important de l'avoir en tête et de prendre le train, comme on le disait tout à l'heure, maintenant sur cet aspect numérique, parce que de toute façon, les autorisations sont conditionnées, notamment sur la partie numérique, au fait d'avoir un logiciel qui répond bien à toutes les exigences qu'on vient de citer. Alors, oui, en complément, justement, donc c'est le point 4.3 du cahier des charges sur les outils. Plusieurs outils, retenez obligation d'un logiciel référencé Ségur. Ça veut dire quoi très concrètement? Que si vous n'utilisez pas un outil numérique référencé Ségur au plus tard en juillet 2025, à compter du 1er juillet 2025, un département peut vous mettre en demeure sous 6 mois d'utiliser un logiciel Ségur. Donc ça veut dire bascule en moins de 6 mois. À défaut, c'est un retrait de l'autorisation. Donc ça, il faut vraiment que vous l'ayez à l'esprit. Et pour les services qui sollicitent une autorisation aide et soins pendant la transition, ils ont une toute petite dérogation. C'est qu'il y a l'outil de coordination qui doit être aussi dans l'outil Ségur. Il n'est pas exigé dans un premier temps. Mais donc,
attention, le compteur tourne, si vous me permettez l'expression. Et je m'arrête. Non, mais c'est vrai qu'au terme de cette période transitoire, là, par contre, il faut bien se retrouver dans un seul et même outil. Alors, Julie, est-ce que, justement, dans toute cette logique, est-ce que tu peux nous raconter de quelle manière, justement, avec Amaltia, on accompagne, parce que c'est pas simple, faut être honnête, il faut d'abord réveiller les structures. Une fois qu'elles sont réveillées, il faut leur donner le quai où se situe le train. Après, il faut les aider à monter dans le train, puis aussi les aider à descendre. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment est-ce qu'on a embarqué tous ces enjeux? Oui, donc ça fait un petit moment qu'on tente d'embarquer tout le monde dans le monde du Ségur. Ça fait maintenant 2 ans. Aider à comprendre les structures, à ce qu'il va falloir faire en fait une fois le module activé, parce qu'il faut savoir qu'il y a une prise en charge de l'État pour venir mettre en conformité votre logiciel, ou alors changer de logiciel, je vous le souhaite pas, mais changer de logiciel pour peut-être un logiciel qui est référencé au détriment du vôtre qui ne l'est peut-être pas. Et donc il y a un accompagnement qui vient avec tout ça, de par le logiciel et l'éditeur logiciel, puisque dans la prise en charge de l'État, ça va venir comprendre toute la mise en place, l'abonnement également pendant quelques années, et aussi la formation de cette nouveauté sur le logiciel. Donc ça, en tant qu'Amaltia et cabinet de conseil dans la structure de Xelia, on vient déjà accompagner sur ce sujet-là, sur savoir comment activer tout ça. Et les échéances, puisque du coup il y a des échéances, alors imposées, je sais pas, mais en tout cas qui sont écrites, voilà, pour que vous puissiez aller commander votre logiciel ou votre montée de version de logiciel. Et ça, c'est avant, on va dire le 15 février, grand maximum en tout cas pour Xelia, pour venir commander, télécharger ce bon de commande et vous le faire signer. Au-delà, vous pourrez vous mettre en conformité, mais ce sera à votre charge. Voilà, donc un des grands enjeux, en tout cas pour Amaltia aujourd'hui, c'est vraiment d'embarquer tous nos clients Ximi à venir signer ce bon de commande pour qu'on ait le temps, nous, derrière, de le mettre sur la bonne plateforme et du coup indiquer à l'État que vous avez besoin de cette montée de version. Donc ça, si j'ai un message fort à passer aujourd'hui, et je l'ai passé, alors je vois des gens que j'ai vus en webinaire, mais on le passe régulièrement, allez commander ce bon de commande auprès de nos équipes. Vous pouvez le faire directement depuis le logiciel aussi pour faciliter l'accès. Il y a toute une explication. Sollicitez-nous si vous avez besoin d'éléments. Mais ça, c'est vraiment la priorité. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on n'a pas tout fait. Et c'est ensuite qu'intervient aussi la partie un peu technique de la mise en conformité, puisque pour pouvoir coordonner, avoir à disposition une messagerie sécurisée, s'interfacer avec les différentes plateformes de l'État pour qualifier vos clients, pour inscrire vos professionnels, enfin, il y a tout un ensemble d'interopérabilité à mettre en œuvre, et au niveau technique, mais aussi dans vos usages au quotidien. Et c'est là où on intervient pour vous aider à comprendre ces nouveaux usages, à savoir aussi à quoi ça sert. Parce on se dit souvent, aujourd'hui je fonctionne et ça fonctionne plutôt pas mal. Mais là, du coup, il faut se projeter avec ce qui va arriver derrière. C'est une coordination, aujourd'hui pas instantanée, mais bientôt, j'espère Sophie, instantanée dans mon espace santé, avec les autres professionnels. C'est la mise à disposition, et ça c'est complètement nouveau. Vous aurez accès avec cette mise à conformité à des documents. Aujourd'hui, vous êtes dépendant potentiellement d'un médecin traitant pour vous donner des éléments ou des informations. Demain, vous aurez le droit et l'habilitation, grâce à un DUI conforme, à avoir accès directement à ces informations. Quel bonheur d'avoir un bulletin de sortie d'hospitalisation à disposition pour un retour à domicile. On n'est plus obligé d'aller le chercher, on l'a à disposition parce que aujourd'hui, l'État a compris que c'était nécessaire à votre bon travail. Et ça, c'est une grande nouveauté. Et tout ça se fait uniquement avec un DUI conforme et avant le 15 février. Si le message n'est pas passé. Voilà, l'État, en gros, l'État paye le billet de train. C'est ça. Mais il y a une certaine date. Voilà, il y a une certaine date. Et passer cette date, comme l'a dit Julie, effectivement, ce sera à votre charge financièrement. Quand on dit à votre charge, ça veut dire que les éditeurs, quels qu'ils soient, feront payer cette montée de version. Aujourd'hui, c'est l'État qui prend en charge et qui paye à votre place pour qu'il y ait vraiment une montée dans le train. Mais effectivement, fin février, ce sera trop tard. Et est-ce que, Julie, tu nous as pas trop parlé des grappes? Est-ce que tu peux nous expliquer, au-delà justement de cette mise en conformité d'un point de vue technique et outils, comment est-ce que l'État a mis en œuvre justement ce programme à côté du premier programme dont on vient de parler, qui est le SONS, le SONS? Il y a un deuxième programme à côté qui est le SMS numérique pour aller chercher les usages. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça fait quand même un moment que l'État paye
subventions pour aller chercher des mises en conformité, mais est toujours un peu frustré que ça ne soit pas utilisé. Donc cette fois, l'État a voulu donner une enveloppe supplémentaire pour faire en sorte que non seulement vous vous équipiez d'un outil conforme, mais c'est éviter l'abonnement à la salle de sport, quoi. On se donne bonne conscience, on prend l'abonnement puis on n'y va jamais. Là, l'idée, c'est vraiment, on prend l'outil et on a un coach qui vient nous aider à vraiment pouvoir se servir de l'outil. Alors ça s'appelle des grappes. Alors notre spécialiste du vin, est-ce que tu peux nous parler de ces grappes ? Je m'en doutais. De l'apéro également. Oui. Oui, alors les grappes, c'est un appel à projet régional, donc c'est quand même quelque chose de sérieux. Donc il faut déposer un projet, on demande aux structures, alors moi je demande pas forcément, mais l'État demande aux structures de se regrouper en FINES-ET, à qui ça, je ne sais pas si ça parle à tout le monde aujourd'hui, mais en tout cas en établissement. Et donc il faut un minimum d'établissements, c'est pour ça qu'on appelle ça une grappe, pour déposer un appel à projet. C'est pas simple, c'est de la rédaction, c'est du temps, c'est en plus de votre quotidien. Et donc Amaltia se propose pour les clients Ximi de vous accompagner à la rédaction et au dépôt de ces dossiers. Donc il y a plusieurs typologies de dossiers, on étudie avec vous la faisabilité. Ça peut être régional, multirégional, national, ça dépend de comment vous situez, comment vous êtes composé. Donc on étudie ça et on vous embarque dans une grappe. On étudie bien évidemment un projet, parce que ça reste un projet commun. Et tous ensemble, on dépose le projet. Une fois que le projet est déposé essentiellement auprès des ARS, les agences régionales en santé, ils vont nous accepter bien évidemment tous les dossiers qu'on va déposer. Je ne sais pas s'il y a des ARS dans la salle, je ne pense pas, mais en tout cas c'est un message que je passe aujourd'hui. Du coup, une fois les grappes acceptées, en tant qu'Amaltia, on vous accompagne en tant que chef de projet. Comme disait tout à l'heure Henri, potentiellement en tant que coach, à venir chercher les usages, puisque forcément l'État, octroyant des aides à l'accompagnement, va venir aussi demander en échange des usages et qu'on vienne prouver vos usages. Donc je vais vous épargner tous les acronymes, ça sera le travail de l'accompagnement, mais globalement il va falloir envoyer des informations dans le DMP de vos bénéficiaires, via aussi la messagerie sécurisée qu'on appelle la MSS, et tout ça, pour ce faire, il va falloir que votre logiciel soit connecté avec d'autres plateformes, et puis que dans vos usages, vous ayez le réflexe d'envoyer ces éléments. Et donc tout ça, c'est un accompagnement, ce qu'on appelle de la mise en conformité si vous montez de version de votre logiciel. Et donc là, c'est à peu près 9 mois de projet où, en tant que chef de projet, coach, on va venir vous chercher sur tous ces usages dans le but de répondre favorablement aux exigences de l'État et notamment des ARS qui sont les intermédiaires finalement. Et donc on va devenir les meilleurs amis du monde pendant 9 mois ou 18 mois en fonction si vous venez nous rejoindre. N'est-ce pas Rémus? Oui, ça va, Rémus me fait encore des sourires parce que Rémus est porteur d'une grappe, enfin de plusieurs même. Et du coup on travaille régulièrement ensemble. Voilà. Donc si vous avez envie de rejoindre l'aventure mais que vous hésitez parce que ça vous semble compliqué, on peut vous accompagner et monter une grappe ensemble. Voilà, donc c'est vraiment important pour nous, même si, comme je vous l'ai dit en introduction, tout ça c'est pour l'instant beaucoup d'exigences. Il faut que vous en preniez conscience suffisamment vite parce que comme Régis et Sophie l'ont rappelé, finalement dans la réforme des services autonomie, il y a juste une petite phrase qui dit il faut avoir un logiciel conforme. Et c'est rapide et facile d'écrire une telle phrase. Mais comment on met tout ça en œuvre? Ça serait dommage d'attendre le moment du coup près et d'avoir la sanction évoquée par Régis. C'est pas possible. Donc là, il faut vraiment travailler sur cette anticipation. Alors Rémus, est-ce que tu peux éventuellement justement nous donner ta vision, aussi bien en tant que multi-porteur de grappe, puisque ça fait un moment que tu as embarqué à nos côtés les équipes Amaltia pour embarquer tout ton réseau justement dans cette transformation, et comment tu projettes ça, peut-être en parlant aussi de l'impact sur tes salariés, sur les bénéficiaires de cette vision aide et soins. Quelle vision tu as de cette réforme ? Eh ben moi, j'ai une vision qui est globalement positive de cette réforme. Pourquoi globalement positive? Parce que si on prend un petit peu de recul, en réalité, le monde de l'aide à domicile est déjà dans le soin. Et là, je parle à tous les chefs d'entreprise ou tous les responsables qui sont là dans la salle. Et pardonnez-moi par avance pour ce que je vais dire, mais je pense qu'on utilise tous dans nos logiciels de la terminologie de santé. Et ça, il faut bien comprendre que dans le cadre actuel, c'est illégal. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas le faire. Prenons le cas d'une personne Alzheimer. Comment prendre en charge à domicile une personne Alzheimer sans écrire le mot Alzheimer dans la fiche de mission? C'est ingérable, mais c'est illégal. Bon, donc on voit bien que quand on prend ce recul-là, en réalité, le rapprochement de l'aide et du soin fait sens
parce qu'on y est déjà. Et donc moi, je vous invite fortement à prendre le billet gratuit de train qui vous est offert gracieusement par Sophie, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'autre option que de monter dans ce train. Donc prenez-le puisqu'on vous l'offre, et en tout cas c'est encore à l'état de gratuité pendant quelques temps. Ensuite, lorsqu'on regarde bien les choses, ce rapprochement fait sens, c'est le sens de l'histoire globalement, et de mon point de vue, à cause de deux points clés. Le premier, c'est les clients, le deuxième, c'est les salariés. Alors pourquoi pour les clients ? Parce que vous prenez tous en charge des personnes dépendantes, et en fait, comment se passe cette prise en charge ? C'est souvent dans l'urgence, souvent après une hospitalisation. Et là, c'est le bordel. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est le bordel. Il faut aller chercher une structure d'aide à domicile, il faut aussi trouver un infirmier ou un SIAD. Et donc, pour la famille, il y a tout un tas de démarches qui doivent être mises en place. Et qui plus est, ce qu'on constate, c'est que les structures d'aide et de soins ne communiquent pas. Et pourquoi elles ne communiquent pas ? Parce qu'elles n'ont pas les mêmes outils, parce qu'elles n'ont pas appris à se parler, parce que c'est deux mondes encore séparés. Mais si on revient aux besoins du bénéficiaire, lui, il s'en fout en fait de tout ça. Lui, il a juste besoin d'assurer son maintien à domicile, comme 85% des Français qui le souhaitent. Et nous, à nous tous, notre objectif au quotidien, c'est de faire que ça soit possible. Et pour que ça soit possible, il est évident qu'on a besoin de se coordonner, on a besoin de se parler, parce que à la fois l'infirmier ne peut pas faire sans vous. Je dis sans vous parce qu'au final, il y a assez peu de soins dans la salle. Et à la fois, nous, on peut difficilement faire sans le soin. Vous avez beau assurer les repas à domicile, si l'infirmière ne passe pas faire sa piqûre aux diabétiques, c'est l'hospitalisation. Et comme à contrario, si l'infirmière passe faire sa piqûre aux diabétiques, mais globalement, il n'y a personne qui réalise l'entretien courant du logement, c'est le placement aussi. Donc on voit bien en fait que les deux mondes sont intimement liés et qu'en réalité, on a tout intérêt à y aller pour mieux répondre aux besoins de nos bénéficiaires, qui plus est dans la vague de besoins qui va très fortement augmenter jusqu'en 2050. Et alors, si on prend l'autre volet qui est le volet salarié, en fait c'est à peu près la même histoire. On voit que le monde de l'aide à domicile souffre aujourd'hui. Je pense que vous serez tous d'accord pour dire que vous avez des difficultés de recrutement. Ou alors si je suis le seul, je suis preneur de vos conseils, mais je pense que c'est un problème généralisé aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a une formidable opportunité à ce rapprochement avec le soin, parce qu'on va pouvoir offrir à nos salariés, mais également aux candidats de nos futures structures, une promesse qui est totalement différente. Parce qu'aujourd'hui, le métier d'auxiliaire de vie peut trouver des passerelles éventuellement au bureau, mais enfin on sait tous très bien que dans une agence de service à la personne, il va y avoir 30-40 salariés intervenants, et puis il va y avoir 2 ou 3 personnes au bureau, donc on voit bien que le passage de relais avec des postes administratifs est quand même très réduit, alors que demain, on pourra proposer des passages de relais avec du soin. Il y a déjà des passerelles qui existent, et ça permet de tirer tout le monde par le haut, et je pense d'avoir une promesse différente et une nouvelle attractivité à ce formidable métier qui est le métier de l'aide à domicile, et qui a besoin peut-être d'un nouvel élan. Et grâce à cette loi, on peut certainement l'avoir. Justement, peut-être un point de relais. Merci beaucoup Rémus. Et je vais peut-être appuyer encore ce que tu viens de dire par rapport à ce point de regard. On en a déjà échangé ensemble, et Sophie, tu vas pouvoir nous en parler. Mais si je donne une illustration, moi c'est un sujet, au travers des éléments techniques qui ont été donnés tout à l'heure, on a parlé de Pro Santé Connect et de cette possibilité de s'authentifier à un système en tant que professionnel de santé. À partir du moment où vos professionnels vont s'enregistrer dans ce RPPS+, donc ce répertoire partagé des professionnels de santé, la conséquence de ça, c'est que ce sont donc bien officiellement des professionnels de santé.
et allez dire en entretien d'embauche à quelqu'un, vous savez qu'à partir du moment où vous nous rejoignez, on va vous allouer une carte de professionnel de santé et vous devenez professionnel de santé, mais le point de regard sur elle-même qu'a, désolé, j'ai généralisé en parlant d'une femme, mais sur la personne qui est en face de vous, ça change énormément. On passe d'un métier qui est parfois reconnu comme étant un peu la 5e roue du carrosse, on fait partie de la famille santé, et donc ça change complètement le regard sur soi-même, donc l'attractivité. Donc je vous invite tous à dire à votre prochain entretien avec des futurs candidats qu'en vous rejoignant, la personne deviendra un professionnel de santé, vous allez voir l'impact. Sophie, justement, par rapport à ça, est-ce que justement tu peux nous parler du sens qu'il y a derrière ces différentes évolutions réglementaires ? Mais effectivement, ça rejoint aussi, ça confirme ce que disait Rémus, c'est-à-dire que dans l'esprit, tout le monde disait, on n'a pas le droit de collecter de la donnée de santé. Alors, si, depuis 2016, on a le droit, c'est juste qu'il y a des conditions pour le faire. Et maintenant, les conditions à la fois réglementaires sont là, elles ont été posées, mais les conditions numériques ont été mises en œuvre pour donner cette possibilité effective à tous les professionnels. Donc, professionnels du médico-social font partie du système de santé. Comme vient de le dire Henri, quand ils sont enregistrés au même titre qu'un médecin, quand vous allez chez le médecin, il a sa carte, je ne sais pas si il la met dans le lecteur de la carte vitale. Eh bien, les professionnels du secteur médico-social ont ce même droit. Ça s'appelle des professionnels à rôle. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important d'avoir cette reconnaissance, quoi. Et de se dire, oui, j'ai le droit de connaître de la donnée de santé. C'est mon métier. Au même titre qu'un médecin va vous donner de la donnée de santé pour le bien de la personne. Et je pense que c'est vraiment ce qui nous anime, nous, côté État, depuis 7 ans, à se dire, c'est pas possible qu'on soit dans un cloisonnement de ce type, et tout le monde participe à cette prise en charge, soins et aides, et les droits et les devoirs doivent aller dans ce sens. Un dernier point qui montre qu'on a fait du chemin, et c'est une vraie avancée, une avancée évidente, c'est que en octobre, là, il y a eu la modification de la matrice d'habilitation au DMP. Donc, je vous encourage tous à aller voir votre outil Mon Espace Santé en tant que citoyen, où vous pouvez récupérer, avoir toutes vos données de santé sur cette plateforme. Eh bien, depuis fin octobre, on a enfin réussi à faire admettre à l'ordre des médecins, notamment, que oui, les professionnels du médico-social faisaient partie du système de santé et à ce titre pouvaient alimenter le DMP avec des données médico-sociales, point. Et deuxièmement, pouvaient consulter des données de santé dans les DMP de leurs patients, enfin de leurs usagers. Et ça, c'est quand même une grande avancée de réciprocité, de se dire, moi j'apporte au médecin, mais en retour, j'ai le droit d'avoir de la donnée, j'ai le droit de connaître que madame a Alzheimer et les risques ou les conséquences liées à sa maladie, pour moi, avoir une meilleure prise en charge. Et je pense que ça, à la fois en termes de reconnaissance des professionnels, mais aussi de légitimité des actions, c'est porteur de sens. Formidable. Alors, peut-être... Non, mais c'est important de le redire parce qu'en fait, on survole un petit peu ces sujets sans voir l'impact qu'il peut y avoir derrière. On pourrait même généraliser, si je peux vous inviter à amener tout le monde dans ce RPPS+, et plus il y aura d'intervenants du monde du domicile dans ce répertoire, plus les fédérations auront de poids pour aller obtenir pour vous, j'incite, on verra c'est ce que tu prends, mais pourront obtenir pour vous, par exemple, la gratuité du stationnement en ville. Oui, la carte professionnelle. Voilà, cette carte professionnelle qui aujourd'hui permet à un infirmier de mettre son petit papillon et de pouvoir se stationner. Mais combien de vos auxiliaires de vie seraient en demande d'avoir ce genre d'usage ? Vous voyez, donc il y a une suite derrière. Donc derrière le côté un peu technique, réglementaire, obligatoire, il y a un changement radical de vision de l'image de votre secteur par rapport à cette grande famille. J'ai bien conscience qu'on est invité à la soirée, mais qu'on a encore un peu le petit frère qui boit du banga à côté, mais ça change. Voilà, on aura bientôt le droit de danser. Peut-être, justement, alors, je vais redonner la parole à Régis, puis après à Rémus, mais Régis, est-ce que
je sais que tu meurs d'envie de nous raconter ce chapitre 2, mais globalement, dans cette phase, c'est pas évident à saisir parce qu'en même temps, tu nous expliques que il est urgent d'attendre dans le sens où la transformation, c'est pas quelque chose d'anodin, il faut le faire correctement. Et en même temps, il faut se réveiller. Donc, il faut être conscient du temps qui reste. Et si jamais on attend la veille pour se réveiller, on n'aura plus le temps d'attendre. Oui, exactement. Alors, d'autant plus qu'on vient de dire beaucoup de choses. Là. Déjà, il y a quand même des petites choses il faut être prudent. Alors, peut-être quelque chose à rajouter avant, c'est-à-dire l'avantage ou l'intérêt ou l'action forte de cette réforme, c'est de mettre enfin sur le même plan le médico-social de la santé. Et ce n'est pas le soin qui prend le pas sur le médico-social ou le médico-social qui prend le pas sur le soin, mais on est sur le même plan. Et qui on dit qu'on est sur le même plan, deux secteurs qui sont différents, qui sont juridiquement différents. Là, on a eu un petit débat sur l'échange d'informations, qui collecte quoi, comment, le 1104 du Code de la santé. Mais surtout, ce qui va être important dans le temps qui vous est laissé, le temps est contraint, on a moins de 2 ans. Et qu'est-ce qu'on a à faire pendant 2 ans? Il va falloir prendre son temps en allant vite, parce qu'on a une échéance de 2 ans. Je ne sais pas si je suis bien clair. Mais quand je dis qu'il faut prendre son temps, c'est en termes de process et de méthodologie, de comment je me mets en ordre de marche, comment je me mets en conformité aux nouvelles exigences. Et vous voyez, par exemple, on parlait de personnel de soins, de personnel médico-social. Bon, ces personnels-là, ils n'ont pas le même statut, ils n'ont pas les mêmes conventions collectives, ils n'ont pas les mêmes emplois, ils n'ont pas les mêmes contrats de travail, ils n'ont pas les mêmes fiches de poste, leur travail n'est pas organisé de la même façon. Essayez de comparer l'aménagement de temps de travail d'un auxiliaire ou d'une auxiliaire de vie avec le travail en tournée d'un infirmier ou d'une infirmière. Vous voyez bien qu'en termes de gestion de salariés, il y a des questions à se poser de comment je réorganise mon service. Tout ça, c'est ce qu'il va falloir faire en moins de 2 ans quand même. Donc c'est pour ça que je disais à Henri, quand nous préparions cette matinée, c'est de se dire, oui, il est urgent de prendre son temps sans en perdre. Et comment on peut ne pas perdre de temps en prenant son temps? Ça s'appelle de la méthode. Donc je fais un clin d'œil à Xelia quand je dis ça. Mais c'est fondamental. Que vous fassiez seul ou accompagné, il est important maintenant, vu le peu de temps que nous avons en réalité, et l'amplitude des choses à faire, et les réflexions que vous devez avoir, c'est en termes de méthodologie, c'est avant tout de la méthode. Je définis ce que je veux faire, ça c'est vraiment le premier élément. Ensuite, on a je devance la petite question, parce qu'on est contraint par le temps. C'est ensuite dans quel territoire je veux intervenir. Parce que je vous rappelle, il y a une autre obligation, c'est que le territoire d'intervention aide et soins doit être unique. Donc il faut s'interroger sur l'opportunité et la pertinence du territoire d'intervention. On verra qu'il y a des trous dans la raquette au niveau réglementaire et législatif, mais il y a quelques solutions qui émergent pour contourner certaines problématiques, en tout cas. J'ai un gros volet droit social, parce que qui dit faire travailler des équipes ensemble, ça pose aussi la question du statut social de ces salariés. Donc je pense qu'il ne faut pas que vous minoriez l'impact social de cette réforme. Et quelque part, ça va être la clé de la réussite. Il y a bien sûr tout le support à la réussite, ce sont les outils, ce sont l'organisation juridique notamment, mais ça n'enlèvera pas que fondamentalement, cette réforme ne fonctionnera si elle est vue sous l'angle social. On doit faire travailler les équipes ensemble, mettre des process ensemble. Ces process doivent respecter les statuts de chacun, voire créer un nouveau statut. Mais tout ça, vous voyez, il est urgent de l'entamer. Parce que 2 ans, c'est pas long pour faire tout ça. Voilà, je m'arrête. Parfait, non, mais c'est important de bien entendre ce message et ça ne fait que rebondir. Alors, Rémus, justement, alors je sais que tu présides aussi la commission maintien à domicile au sein de la FEDESAB, donc il est possible que tous les membres de cette commission n'aient pas exactement la même vision positive que celle que tu as décrite. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les inquiétudes des membres de cette commission ?
Oui, bien sûr. Alors, je voudrais tout d'abord juste avoir une précision supplémentaire sur l'audience. Donc, vous avez tous déclaré, enfin en grande majorité, être des structures d'aide à domicile. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes de statut privé à but lucratif? Voilà, et associatif? Ok. Donc on voit qu'on a à peu près moitié-moitié et je pense que c'est la première question qui se pose en matière d'inquiétude parce que ce qui est important, et peut-être que tu aurais pu le rappeler Régis, mais c'est le paysage des SIAD, en tout cas du soin, et je ne sais pas si vous en avez conscience, mais il y a très peu de SIAD privés, concrètement. C'est à peu près 2%. Hein. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en termes de nombre, c'est à peu près représentatif de ce qu'on a dans la salle. C'est-à-dire qu'il y a 9000 structures d'aide à domicile et il y a 2000 structures dans le soin, donc de SIAD. Et donc, on voit bien, en fait, que malgré ce temps qui est imparti, admettons que les 9000 structures d'aide à domicile souhaitent se rapprocher d'une structure de soins, il y a peu de chances que ça soit possible, concrètement. Donc, il y a déjà cette difficulté très importante qu'il faut rappeler et qui donne de l'inquiétude. La deuxième, Régis en a pas mal parlé, c'est lié au social. Pourquoi c'est lié au social? Parce que dans le cadre de l'aide à domicile, on a globalement 2 conventions collectives. Il y a la CCN SAP quand on est de statut privé à but lucratif et il y a la BAD quand on est associatif. Ça en fait déjà 2. Le problème, c'est que sur les structures de soins, il y en a 4 de plus, concrètement, et qu'on ne connaît pas forcément dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et donc, ça rajoute une complexité forte supplémentaire. Et enfin, le dernier point qui engendre de l'inquiétude, c'est la nécessité, in fine, après donc, cette période de conventionnement dont a parlé Régis, donc au bout de cette période transitoire de 2 ans, il y a la nécessité de ne former plus qu'un. Et ne former plus qu'un, ça veut dire, d'une certaine manière, perdre aussi le contrôle. Et même dans le cas de la création d'une structure ad hoc, ça implique un transfert d'autorisation. Et l'autorisation, pour les gens qui sont dans cette salle ici, en tout cas, je vais plutôt parler de moi. Pour moi, l'autorisation, c'est la capacité d'exercer. C'est le droit, entre guillemets, de vie et de mort sur notre activité. Et se dire qu'on transfère donc cette autorisation dans une entité dont on n'a plus le contrôle absolu, mécaniquement, ça engendre de l'inquiétude et on peut tout à fait le comprendre. Voilà. Merci. C'était important pour nous, quand on a préparé cette table ronde, de ne pas avoir que la vision positive. Il y a forcément également des inquiétudes et il fallait pouvoir les exprimer. Avant de faire le dernier volet, je voudrais anticiper. Est-ce qu'il y a déjà parmi vous des gens qui ont des questions à poser? Il y en a au moins une. Ça va venir juste après, mais ça me permet de savoir combien de temps je libère. Une toute petite question. Pour terminer, peut-être justement, Julie, est-ce que tu peux nous raconter, par rapport à ce qui vient d'être dit, de quelle manière Amaltia accompagne justement ces différents volets? Alors, tu as déjà pas mal parlé des graves, donc on ne va pas forcément y revenir. Mais c'est quoi le dimensionnement? Régis nous passait la balle sur la méthode. Voilà, c'est quoi un petit peu notre approche en tant qu'Amaltia? Ce que je n'ai pas encore dit, mais je le rappelle rapidement, si jamais quelqu'un avait un doute ici, sachez que Ximi est un DUI référencé Ségur, qu'il fait aussi bien l'activité d'aide et du soin dans le même logiciel unique. Donc, si demain vous cherchez à vous rapprocher d'une structure, sachez que vous pourrez gérer dans Ximi l'activité aide et soins. Voilà, comme ça c'est dit. Et si jamais on peut jouer le rôle d'agence patrimoniale et vous mettre en contact avec des SAD ou des SIAD pour d'éventuels rapprochements, vous n'hésitez pas. Je te repasse la main. Merci Henri. Oui, on a parlé des GRAP, on a parlé de l'accompagnement sur la partie, alors j'ai évité tous les acronymes jusque maintenant, mais c'est vrai qu'il y a la partie ESMS numérique, on accompagne également sur la partie donc SONS, en tant qu'éditeur et cabinet de conseil. En tant que cabinet de conseil sur le secteur du marché de l'aide à domicile, on peut vous accompagner également sur la partie transformation
en service autonomie, parce que vous l'avez vu, c'est complexe. On est bien évidemment en partenariat avec des personnes qui font ça chacun dans leur domaine. Donc je pense à la partie juridique, droit social, qui est quand même quelque chose de très spécifique. Et donc on va venir effectivement pouvoir couvrir tous les volets d'accompagnement, en plus du SI qui fait déjà partie de notre ADN. Donc ça, c'est sur la partie service à domicile, et on essaye de mettre un liant le plus possible entre Ma Santé 2022, donc les fameuses GRAP ou SONS, la transformation, le cadre réglementaire sur la transformation en service autonomie à domicile. Et puis on a également un volet d'accompagnement sur la partie équipe autonome, puisque vous n'êtes pas sans savoir que dans quelques CEPOM, quelques conseils départementaux, il y a aussi ce besoin d'aller chercher des transformations des équipes pour venir chercher une qualité de vie au travail, pour venir chercher d'autres aspects fondamentaux à l'exercice de vos métiers aujourd'hui et demain. Et sur tous ces aspects qu'on trouve, nous, très liés, en tout cas, on peut vous accompagner à tous les points. Merci beaucoup. Je vais probablement conclure ici en prenant moi-même le dernier point, qui est de rappeler qu'il y a besoin de ne pas tarder à aller chercher votre conformité d'un point de vue IT, de ne pas hésiter à solliciter les personnes qui peuvent vous aider à monter dans le train. Parmi ces personnes-là, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore adhérent de la FEDESAP, à aller au contact de la FEDESAP sur leur stand pour voir de quelle manière vous pouvez également être accompagné. Nous solliciter, nous et toute l'équipe Amaltia qui est disponible sur le stand. Il y a également, j'en profite très rapidement pour ceux qui le souhaitent, on a réalisé un livre blanc sur les services autonomie. Donc vous avez un QR code, si vous voulez récupérer ce QR code pour récupérer tout ce que nous avons écrit, parce que ça fait quand même plusieurs mois que nous travaillons avant même la sortie du décret. On a organisé un groupe de travail, enfin plusieurs, dans lesquels la FEDESAP a participé, l'ANS, par l'intermédiaire de Sophie, a participé, à réfléchir et à anticiper, et d'ailleurs voir de quelle manière on pouvait influencer, si possible, la rédaction du cahier des charges. Donc tout ce travail qui a été mené dans plusieurs sessions a donné place à ce livre blanc. Donc je vous propose d'écouter votre question en vous tendant le micro. Je vous remercie. Alors, moi j'ai entendu parler du secteur associatif, du secteur privé. Mais moi, j'appartiens à un CCAS. En 2 mots, moi, je dirige un EHPAD CCAS, mais je suis administratrice CCAS et CIAS. Et je pense qu'eux aussi vont devoir être accompagnés de la même façon que le privé et l'associatif. Sachant que moi, en tant qu'EHPAD, je suis déjà passée par l'ANS, SONS, l'INS. Alors, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Merci pour ce témoignage très positif quand même de dire que c'est un peu douloureux, mais après ça passe. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut vous confirmer, c'est que les structures CCAS sont également soumises à cette même mise en conformité, que ce soit la première d'un point de vue des enjeux numériques, puisque dès lors que vous avez un FINES et que vous êtes forcément concerné par cette mise en œuvre, et on accompagne en tant que XIMI et Amaltia des CCAS, hein, donc il y a des GRAP qui sont là et qui embarquent des CCAS, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, nous, le message qu'on voulait vous passer, c'est que face à ces 2 grandes transformations qu'on vous invite à vivre, parce que normalement, je vous ai parlé de 2 vagues, normalement à la sortie de cette conférence, vous êtes équipé d'une super planche de surf, et donc vous êtes censé pouvoir surfer sur ces 2 vagues de manière efficace. On est à votre disposition aussi bien sur le stand de XIMI que sur le stand de la FEDESAP pour répondre à vos différentes questions. Et on vous remercie grandement pour votre attention. Une petite information juste. Ce matin, la surprise au journal officiel a été publié le nouveau cahier des charges de l'agrément. Donc pour la garde d'enfants de moins de 3 ans et ensuite pour toutes les activités en mode mandataire. Voilà, certains d'entre vous sont concernés, donc voilà, je vous le dis. C'est depuis ce matin un nouveau cahier des charges. C'est juste pour en rajouter un petit peu par rapport à tout ce qu'on vient de dire.